que je vais faire la suivante et que je vais proposer une lecture alternative de l'OpenSS. Il s'agit d'une lecture métaphysique. Parce que j'ai plusieurs citations en anglais, je n'ai pas trouvé la traduction française. Et il y a des citations en allemand, je n'ai pas trouvé la traduction française aussi. Et je sais que les Français, ils résistent un peu de la piraterie des livres numériques. Du coup, je n'ai pas trouvé sur Internet. Je ne veux pas lire les citations parce que oui. Enfin, le premier, OpenSS et métaphysique. La critique cherche toujours la part d'ombre de son temps et découvre une forme spirale de l'histoire dans laquelle sa lumière se transforme en ombre. Vu de cette perspective, des siècles des Lumières bientôt son insignifiance, parce qu'on trouve aussi son ombre signifiante. Saper-ordre, au savoir, Descartes. Confronte une question intime à soi-même, que faut-il savoir et comment l'apprendre? L'encyclopédisme, un produit de l'art clève, permet au grand public d'accéder au savoir pratique si l'on a la volonté, mais en même temps la rationalité qui l'accompagne sous la forme de l'industrialisation a rendu cet encyclopédisme impuissant. Certes, le public peut encore accéder au savoir-faire selon ses intérêts, mais la machine a déjà intégré ce savoir et éloigné l'homme de la fonction de l'individu technique, selon Gilbert Simondon. Entre la lumière et l'ombre, on trouve la publique. Cette dimension de la politique n'est pas intéressée par l'argent ou le pouvoir, mais par le désir de savoir. Le débat sur l'OpenSS est de nouveau d'actualité grâce aux technologies numériques et nous ramène à cette question de lumière. Cette fois, on peut lui donner un nouveau titre, un siècle de lumière numérique, dit Digital Aufklärung. Un forum autour de cette thématique a été organisé en 2011 au Luxembourg avec la participation de Tim Berners-Lee, connu comme le fondateur du World Wide Web. Celui est le manifeste. À travers cette interprétation du siècle des Lumières européennes au XVIIIe siècle, on trouve que la révolution scientifique et technologique a permis la transmission du savoir et de l'information au monde. Il en va de même pour le siècle des Lumières numériques dans lequel on trouve un motif très proche, le rendu public du savoir par le biais de la technologie numérique. Cet article propose d'aborder cette question en enquêtant sur le développement de l'OpenSS, qui a commencé il y a 20 ans en permettant le libre accès à toutes les publications académiques. Je vais garder dans cet article l'expression anglaise OpenSS au lieu de la traduction libre accès en français, parce que les mots anglais open et free ont l'ambiguïté signifiante qui sert la base de notre enquête. Avant une analyse de l'économie politique, je voulais proposer de commencer une lecture métaphysique du mouvement de l'OpenSS. Si on y parvient, peut-être pourra-t-on exposer le problème dans un autre cadre. J'identifie le lien entre l'OpenSS et la métaphysique en évoquant la question des catégories. Catégories. Un des pionniers du mouvement de l'OpenSS dans les années 90, également un scientifique cognitif connu, Stefan Hanert, comprend l'OpenSS
comme le partage des catégories. On peut le comparer à une certaine vision des Lumières de Kant, dans laquelle on trouve que les catégories ne sont pas seulement ce qui conditionne la possibilité de la connaissance, mais également ce qui définit la possibilité de la morale et de l'action. Hannah écrit, je cite, "Most of what we do to survive and reproduce is categorizing. Most of cognition is categorization." En comparaison avec les animaux qui apprennent les catégories par, je cite, risky, time-consuming, try and error experience. Les humains les acquièrent par hearsay, par oui-dire, en les partageant les uns avec les autres. Ces pratiques anciennes est le début de la science et de l'érudition, qui évolue via une collection systématique de catégories pour transmettre et partager entre les participants. On peut voir ici clairement la relation entre la publication et les catégories selon Hannah. Hannah, oui. Ce processus de création, de transmission et de partage des catégories est modifié par l'arrivée de la technologie. Dans un autre article, Hannah caractérise donc un lignage de ce qui bat les 4 révolutions cognitives par rapport aux technologies de communication. Et, ce modèle est très proche à celui proposé par Bernard. Chaque technologie amène un monde d'accès au savoir. Ces formes se remplacent l'un l'autre. La parole correspond à l'état du développement du langage qui fait lien entre le signifiant et le signifié. L'écriture remplace le mouvement de la langue via un mouvement de la main. Les figures visuelles remplacent les sons par l'emploi d'appareils techniques. Il en va de même quand l'imprimerie remplace le mouvement de la main par le mouvement mécanique des machines. L'écriture a donc été détachée et rendue indépendante de la condition corporelle. Avec l'écriture numérique, les papiers sont remplacés par les écrans. Mais le plus important est que les contraintes de stockage et de transport se sont réduites énormément. Une nouvelle forme de la distribution et de l'accès au savoir est placée à nouveau devant nous. Le problème du partage des catégories aujourd'hui est qu'il est limité par la commercialisation de la recherche et de la publication académique. Les journaux académiques imposent des frais d'abonnement très coûteux aux bibliothèques. Ce qui veut dire que ce sont les bibliothèques relativement riches qui peuvent s'abonner aux journaux les plus connus. Ironiquement, il se trouve que la plupart des recherches et publications sont financées par le public. Mais à la fin, le public doit payer pour ce qu'il a déjà financé. C'est deuxième fois aux sociétés privées. Cela nous montre une contradiction accompagnée d'une vision de la démocratie. Ces contraintes d'accès au savoir sont toujours politiques et également techniques. La politique et la technique créent des tensions au moment de chaque avancée de la technologie. L'historien français Bertrand Gilles a déjà montré que le système technique est toujours plus performant que le système humain. Et ce dernier essaie d'adopter le système technique et en même temps supprime ses possibilités. La suppression de l'accès et en même temps une suppression de la création et la reproduction des catégories. Elle supprime
également la résistance, ou bien précisément une économie de dons au sens de Massemos. La politique est toujours entrée par le retour de reflet, si l'on s'en reflet, à Freud. Aaron Swartz, la personne qui a suicidé à cause de l'OpenSS, a été un porc émissaire à cause de ce conflit entre ces deux systèmes. Peut-être c'est ça un peu simplifié, mais on peut quand même dire que la guerre de l'OpenSS est aussi une guerre de catégorisation. Et si on suit bien la logique de Stephen Harnack. Les catégories dangereuses, il y a... Non, c'est pas... Non. Il y a un problème de l'orthographie. Ce serait injuste d'attribuer le mouvement de l'OpenSS à la seule personne Stephen Harnack, parce que beaucoup de personnes ont énormément contribué à ce projet. Mais la première impression est que, au cœur de ce mouvement, il s'agit d'une démocratisation des catégories. À part cette vue démocratique de la catégorisation, on doit se poser la question, qu'est-ce exactement qu'une catégorie et comment fonctionne cette catégorie? Certes, c'est une question qui va épuiser plusieurs livres afin de l'approfondir. Les catégories, plus Aristote, constituent la première philosophie qui devient le fond de tout savoir. Pour Kant, les catégories sont la condition de la possibilité de la connaissance et donc de la raison. Durkheim et son œuvre, Massemos, ont fait une enquête sur la classification des sociétés primitives en révélant que les catégories sont enracinées dans la relation de la parenté. Harnack expliquait son interprétation dans un entretien. Comme je monte sur l'écran, l'interprétation de Harnack vient de la science cognitive. Les catégories fonctionnent comme les filtres qui règlent les mouvements de la pensée ou bien du jugement et ressemblent à ceux de Kant ou bien d'Aristote. Pour Harnack, une catégorie porte le sens défini de l'objet. Soit social, soit cognitive, Harnack pense que les concepts et les idées, c'est très intéressant ici, les concepts et les idées, ce qui fonde la philosophie de l'esprit, ne peuvent pas être définis parce qu'ils ne peuvent pas être expliqués par la science cognitive. Par contre, la faculté fondamentale de la cognition se compose de catégories. Les catégories d'Harnack me semblent moins précises et plus abstraites que celles qui sont comprises en philosophie. Elles sont néanmoins une notion très intéressante. Dans cet article, j'utilise le mot catégorie plutôt au sens de Harnack, dessinant l'élément de base de la cognition et du jugement. Cette vision de catégorie montre également un problème de l'OpenSS. Si on suit le sens métaphysique ici, car il s'agit surtout d'une vue démocratique de la catégorisation et de la production de catégories comme un progrès de la culture et de la civilisation. C'est-à-dire qu'il propose une production sans regarder le contenu, sans questionner le quoi et le comment. Cela nous semble comme l'impasse de Sapir Whorf de Kant. En fait, dans la critique de la raison, Theodor Adorno et Max Horkheim ont déjà essayé de montrer comment, à partir du siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui, la politique peut être comprise comme une politique de catégorie. Elle n'est pas une politique de la démocratie ni de la liberté, mais celle qui est produite par certaines conceptions de la démocratie et de la liberté. La rationalité est
et la raison sont devenues populaires pendant le siècle des Lumières et se sont radicalement ouvertes au public qui a vécu depuis longtemps dans l'ombre de la superstition, de la religion et des coutumes qui se confrontent aux épreuves scientifiques. D'un côté, on voit d'une manière réside les Lumières qui croient aux procédures scientifiques. L'existence doit être placée sur la ligne de la rationalité. D'un autre côté, c'est clair, des régions qui restent sombres et sinistrées en donnant plus d'espace pour se déplacer, réfléchir et progresser. La raison était placée dans la dialectique. Elle doit satisfaire les procédures rationnelles et rigides et en même temps, elle doit être responsable face au public. On trouve le même mouvement dans la réponse de Kant à la question « Was ist Aufklärung ?» Cela nous expose également à un paradoxe. Les subjects transcendantaux des Lumières, transcendantaux parce qu'ils fonctionnent sur les schèmes, ne possèdent plus le privilège du transcendantal et se subsument à une épistème qui n'échappe pas à la technologie. L'industrie culturelle, selon Adorno et Horkheimer, est l'expression des technologies connectives. Tous deux ont conclu que, je cite, dans le chapitre L'industrie culturelle, l'Aufklärung comme tromperie des masses, Adorno et Horkheimer montrent le problème de la catégorisation par le cinéma de Hollywood et d'autres types de l'industrie culturelle. La liberté de consommation et la commercialisation de plus en plus intensive effectivement créent une illusion de la liberté humaine. Une catégorie nouvelle. Les catégories qui fondent l'imagination transcendantale d'un critique de la raison pure de Kant sont déformées par l'abus des technologies cognitives. La radio, le cinéma, la télévision, etc. La critique du critique théorie, la théorie critique de Francfort constitue une tendance de négation au sens de Hegel. Adorno et Horkheimer affirment que l'histoire de la liberté est forcément le télos d'une histoire de la négation. La négation constante produit aussi des bouleversements et devient la source de sa propre négation. Certaines valeurs étaient néanmoins suffisamment fortes pour résister aux bouleversements et aux paradoxes de la raison. Une nouvelle Aufklärung amenée par le numérique a créé un public transparent évoqué dans les mouvements comme Wikileaks, l'OpenSS, Open Source, Open Data, et crée également un contrôle systématique des catégories. Elle doit être située dans une dialectique prévue par Adorno et Horkheimer. La plus grande tromperie créée par l'industrie culturelle d'Adorno et Horkheimer et qu'elle crée une illusion dans laquelle Open est conçu comme un devenir pur. Et la consommation était conçue comme une démocratie. Nous avons vu la citation au début de cet article. Adorno et Horkheimer pensent que les technologies inscrivent la valeur d'un système d'économie démocratique ne produisent ni concept, ni l'image, ni la joie de comprendre, ni la méthode, l'exploitation du travail des autres personnes, mais le capital. C'est évident qu'on prend une méthode téléologique en réduisant toutes les opérations au produit final. On peut néanmoins trouver un écart ou bien un mouvement au processus qui exige d'enquêter davantage. Le pouvoir de l'industrie culturelle consiste à sa capacité à créer
des catégories et en même temps réifier les catégories afin de produire les nouveaux symboles et de nouvelles images. Les images et constituant un cercle. Catégorie, symbole, image et puis catégorie. Je prends ça selon une lecture de Gilbert Simon dans l'imagination et invention. Mais je vais le faire très différemment. La démocratie des catégories est tout de suite questionnée par ce mouvement dialectique de la raison et se transforme en question de subjectivité. Si la critique de l'art clair consiste à sauver le sujet de la déformation des catégories, elle est dans une certaine mesure, peut-on dire, une thérapie du savoir. Alors, comment peut-on penser de l'OpenSS par rapport à tout cela? En expliquant d'une manière plus claire, on peut poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette catégorie OpenSS après son arrivée? Et bien, on peut paraphraser Hannah. Comment peut-on identifier quelque chose comme OpenSS ou n'est-ce pas possible? Ces questions ont un double sens. D'un côté, elles nous permettent de penser la transformation de cette catégorie de OpenSS. D'un autre côté, on se demande comment cette catégorie était abordée et reproduite par l'industrie culturelle. La réification de l'open. D'abord, il faut noter que l'open est une catégorie spéciale. Elle n'a pas de fini ni de limite. L'open est comme l'infini, on peut le saisir dans l'intuition, mais on ne peut pas le déterminer. Si on va situer cette notion dans l'histoire de la philosophie, on peut trouver un exemple chez Kant. Kant était hanté par cette équation de l'infini au début de critique de la raison pure. L'infini doit être reculé par la raison qui à son tour est délimitée au sein des facultés transcendantales. La raison a peur en face de l'infini et se retrouve sur une île transcendantale. En mathématiques, ce spectre de l'infini est pacifié parce que le mathématicien Georg Cantor appelle le transfini. Le transfini n'est pas fini ni infini, mais ensemble. On peut également dire un objet, ou plutôt plus précisément un objet technique. Le symbole réifié nous donne l'ambiguïté autant que la possibilité d'une pensée intuitive. J'aimerais bien proposer une analyse de cette relation entre les catégories, les symboles et les images, car il nous donne une dynamique de l'ouvert et du fermé, mais cela n'est pas possible ici. Ce que je peux faire est ce qui suit. Je vais introduire cette dynamique par exemplifier la catégorie de OpenSS, comment est-il réifié comme un symbole, et puis devant finalement une image ou les images, on peut voir que son pouvoir se réduit peu à peu. La réification et en même temps la concrétisation par laquelle un concept abstrait devient de plus en plus symbolique. Et Simondon, il ne pense pas de cela. Lui, il parlait de l'imagination et l'image par rapport à la perception d'un certain objet, mais Simondon, il ne parlait pas de catégories abstraites, comme l'infini, comme l'open, qui ne sont pas produits par un objet physique ou réel. Dans ce processus de réification, certaines valeurs restent, certaines, surtout celles de la morale, sont amplifiées. L'OpenSS devient ensemble de la morale. Il est conçu pour le bien du public. La radicalité associée au début de ce mouvement se perd et donne lieu à un pragmatisme ou bien un dogmatisme de l'opération. Ce n'est
pas que le sens soit changé, mais il est entré dans un cercle qui ne lui permet pas de ressortir facilement. Lisons l'idée originale de l'OpenSS proposée en 2002 de l'initiative de l'OpenSS de Budapest. On peut voir que l'OpenSS, comme une éthique de la publication académique, n'existe plus de la même manière qu'il était. L'OpenSS était rapidement repris par les journaux en ligne, les nouveaux éditeurs et les maisons d'édition traditionnelles. Le mouvement d'OpenSS a bien inspiré et produit globalement plus que 1000 journaux d'OpenSS et quelques maisons d'édition qui deviennent plus en plus connues dans le domaine des sciences humaines. Par exemple, l'Open Humanity en Grande-Bretagne, l'UPress en Australie. En même temps, les éditeurs comme Springer, Sage, Routledge, etc. ont commencé à développer des stratégies d'OpenSS. On se rappelle qu'il y a 2 propositions sur la réalisation de l'OpenSS. La voie verte et la voie d'or. La voie d'or propose que l'auteur, au lieu du lecteur, paye pour rendre libre ses propres articles. La voie verte propose que l'auteur archive dans un dépositaire la version presque complète de son article et les articles qui ne sont plus limités par le copyright. Cela est connu comme la proposition subversive proposée par Arnaud au début des années 90. En comparaison avec l'OpenSS Store, OpenSS vert affronte le problème du copyright. Par conséquent, les universités préfèrent l'OpenSS Store plutôt que l'OpenSS vert. Un exemple plus notable est le Springer Open. L'auteur doit payer 3 000 US dollars ou 2 200 € afin de rendre libre un article au public. Mais la question est, qui va financer cela? 2 200 €. Est-ce que cela marche bien? Cela vient soit du financement public, soit de chercheurs ou de la chercheuse. Cependant, cette dernière proposition me semble moins possible. Moi, je ne peux pas payer pour publier mes articles. On peut trouver que le Springer Open a déjà plus que 130 journaux. C'est-à-dire qu'au moins le business peut rouler. Pourquoi? Springer, dans un service comprenant l'évaluation par les pairs, la notification des citations, les voies de circulation, ce que les petits éditeurs ne peuvent pas fournir. L'open se limite au sein des forces des institutions. Le nombre de citations et le nombre des évaluations. Dans ce cas, l'open peut être facilement abordé par la force de l'institutionnalisation. L'auteur peut toujours présenter ses travaux sous la forme d'un blog post, mais cela n'est souvent considéré comme sérieux. L'auteur peut également télécharger les articles, par exemple, à archive.org, un dépositaire fondé en 2092 qui archive surtout les brillants des articles académiques. Mais cela est difficile parce qu'en même temps, on voit qu'il y a des chercheurs qui ont essayé d'éprouver que l'emploi de l'OpenSS peut augmenter le nombre de citations. Ça forme aussi un cercle. Quand une image commence à circuler, elle produit une nouvelle catégorie et en même temps l'amplifie en entrant dans un plus grand milieu. La Commission européenne a déjà proposé un plan de OpenSS pour tous les projets financés par elle. Les pays européens, par la suite,
établissent ses propres politiques. Par exemple, en Grande-Bretagne, je cite le Research Council UK. L'appropriation de l'OpenSS comme un modèle de business suit celui de l'OpenSS, de l'open source, par les géants comme Microsoft, Google, etc. L'énergie et les efforts investis en provoquant une révolution déclenchée par les nouvelles technologies sont aussi renversés. On voit ici une grande difficulté. La critique de l'ombre comme une critique devient banale. Parce que l'obscurité submerge et reprend la suite les lumières. L'obscurité devient la totalité qui ne signifie que le désespoir. La théorie critique de Frankfurt School nous présente une critique obscure et banale. Il en va de même pour les nouvelles catégories enracinées dans un réseau institutionnel. La dernière session. Comme on a noté au début des deux mots, open et free, on a une relation très proche. Mais je proposé de garder les expressions en anglais. En français, les traductions pour OpenSS et pour Free Culture sont le libre accès à la culture libre. C'est intéressant que ces deux mots anglais, open et free, sont traduits comme libre. Quand on parle avec quelqu'un qui connaît bien l'agenda de Open, il ou elle va tout de suite faire distinguer Open et Free. Mais ce geste me semble problématique. Certes, être gratuite, Free ne veut pas dire être libre, être Open. Par exemple, on peut gratuitement télécharger un logiciel, mais cela ne veut pas dire qu'on peut en changer le coding. Mais s'il n'est pas gratuit, ce n'est pas encore dans le discours, n'est-ce pas encore dans le discours de IBM, Google, Microsoft? N'est-il pas contradictoire quand il produit des logiciels libres, mais en même temps chers? Par contre, on doit réinsérer le free dans la liberté, dans le open. À part de cette conception de libre et de la gratuité, on peut penser à une autre notion, c'est-à-dire libre des contraintes institutionnelles. Dans son discours à l'université Yale en 1998, intitulé L'avenir de la profession universitaire sans condition, Jacques Derrida a proposé de penser d'une université sans condition. Pas sans condition veut-il dire qu'une université totalement indépendante et reste comme un endroit où produit la résistance critique. Je viens de savoir que c'était le thème de premier l'Académie d'été. Ce qui m'intéresse n'est pas son exposé sur la relation entre l'université et la littérature, mais l'existence de cette université. Une université sans condition, disait Derrida, je cite, disait Derrida, n'hésite pas et peut-être n'hésiterait pas. L'espoir de la disparition de l'institutionnalisation est parfois trop optimiste et irréel. Cependant, c'est aussi cet espoir inatteignable qui fait progresser l'humanité. Pour Derrida, mondialisation doit être posée comme une question de l'humanisation. L'open et le free me semblent partager la même catégorie d'une université sans condition. L'open et le free, peut-être ils n'existent pas, mais ce sont aussi les espoirs qui nous permettent de faire progresser l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette situation dans laquelle les valeurs nous échappent peu à peu à cause d'une pratique dogmatique?
Je voulais répondre à la question de self-archiving, proposée, comme nous avons vu avant, proposée dans la voie verte de l'open access. Je suis attiré à l'économie de don et le concept de la communauté au sens de Massemos, et ce qui le suivent, comme David Graeber et Kojun Karatani. Il y a deux manières de self-archiving. Le premier est l'usage d'un dépositaire central, par exemple celui de l'université, à archiver les articles libres au public. Le second est l'archive individuelle, c'est-à-dire une manière plutôt décentralisée. Les sites comme art.org et bookos.org, peut-être qu'ils ne sont pas connus parmi les lecteurs français, mais ils ont les livres gratuits en anglais. Nous présentent une économie alternative de l'open access en créant un espace secret protégé par un moral de l'open. Il me semble que l'archive centralisée doit être radicalisée davantage. Je crois que la question de self-archiving, par laquelle les individus peuvent partager les archives et rechercher dans les archives des autres, est exactement le point où l'open access et les réseaux sociaux alternatifs se croisent. C'est possible de développer une nouvelle économie de réseaux sociaux qui n'est pas celle de Facebook ou de Academia.edu, mais plutôt un réseau décentralisé et fédéré avec lequel les utilisateurs peuvent employer une variété des outils à publier, archiver et partager de manière collaborative. Ce n'est plus d'éviter la confrontation du copyright proposée par Anart, mais confronter directement la politique de la production et l'abonnement des journaux. Cette proposition exige de garde que j'ai essayé de proposer à d'autres endroits. Je vais rapidement parler de ça. Le premier est le projet Social Web que j'ai fait avec Harry Halpin et Bernard Evanson l'année dernière à Erie. Il propose de développer un réseau social qui veut bien reprendre le social et le collectif selon une interprétation de l'individuation collective proposée par Simondon. Dans notre cas, c'est-à-dire dans notre cas de l'open access, c'est-à-dire comment faire collectivement les évaluations des articles de manière collective et transparente. Je me sens un peu ironique quand les éditeurs ou bien les machines font attention, cela devient de plus en plus le cas, que les machines qui ont si peu de savoir de notre domaine de recherche dans notre article à quelqu'un aléatoire pour les évaluer. Ça, c'est le premier cas. Il y a un lien là. Si vous voulez, vous pouvez regarder plus tard. Le second cadre est le manifeste archiviste que j'ai proposé récemment de développer les archives individuelles en ouvrant d'autres possibilités de circulation et échange des objets numériques selon une logique de P2P. Mais c'est très différent de celui de P2P au début des années 2000. Dans une certaine mesure, peut-être on peut le considérer comme un guérilla, parce que même s'il y a un archive bloqué à cause du copyright, les autres peuvent continuer à circuler des objets. Je le nomme une culture d'archives qui vient. Il y a une grande différence entre le stockage et l'archive, parce que le stockage, il s'agit plutôt de l'indexation, mais l'archiver, il s'agit plutôt de créer les contextes. La culture d'archives va nous amener de nouveau à confronter la question de catégorisation, mais cette fois, il s'agit plus de l'épistémologie que de la métaphysique.
je ne veux dire que voilà, ce sont les solutions. Par contre, je me sens que nous sommes au début de ce débat, de ce combat, mais peut-être on peut s'éloigner un peu du discours actuel de l'OpenSS dans le monde académique. À conclure, très rapidement, c'est-à-dire que commencer avec la question de catégorie en abordant l'OpenSS, sa significance métaphysique et son pertinence à l'histoire de la technologie cognitive. Cette vue de l'OpenSS est cohérente à la proposition d'un sujet qui possède une capacité à savoir, à catégoriser. En suivant la critique de Ralph Craven, je voulais montrer qu'une vue démocratique de catégorisation doit être mise en question selon la théorie critique de Adorno et Horkheimer. Et en particulier, quand les catégories sont comprises, cruciales à la production de la subjectivité et susceptibles au développement de l'industrie culturelle. L'enjeu est l'appropriation de l'open. Qu'est-ce qui veut dire par ce mot? Est-ce que l'open ne s'agit que simplement du sens sémantique? J'essaie de conceptualiser un cercle concernant la catégorie, l'image et le symbole dans le processus de technisation. Si on suit Husserl, die Technisierung, il parle de l'origine de la géométrie. Je termine par évoquer les pratiques alternatives du discours actuel de l'OpenSS. Mais malgré tout, cet article est aussi une affirmation d'un OpenSS à venir. Merci pour votre attention.